Ok. Bon, Il y a bah, des bonjours bienvenue. de partout, hein, de la Provence, de Dijon. Oui, j'ai vu la Provence. Il Oui, y a j'ai vu quelqu'un qui le dit qu'elle a Raymond, lu parce Le qu'en fait, Corriere d'elle, c'est oui, ça, le parce qu'en- magazine. oui, c'est des suppléments. Alors, du coup, on va vous demander de couper les micros parce qu'on va démarrer la rencontre. S'il vous plaît, on va laisser juste les micros de Valérie, Caroline et moi ouverts C'est génial, hein. dans un souci de tranquillité. Par contre, vous pouvez nous écrire sur le chat si vous avez des questions, si vous voulez rebondir, si vous voulez donner vos impressions, faire un petit coucou à Valérie. Vous écrivez dans le chat et nous, on relaiera. Et puis après, de toute façon, à la fin de la rencontre, on envoie tout le chat à Valérie, comme ça, elle peut lire tranquillement vos petits mots. Voilà. Donc Valérie, bah, bonsoir. Merci d'avoir Bonsoir, répondu à notre invitation. On est ravis de te recevoir ce aussi. soir. Oui. On se demandait avec Caro si ce soir tout le monde avait lu l'un de tes livres ou tes 2 livres pour la rencontre. Si vous Levez voulez la nous main. dire dans le chat. Et c'est vrai que Valérie, finalement, n'a écrit que 2 romans. Donc, je vous remontre Les Oubliés du dimanche, donc paru chez Albin Michel, les livres de poche. Et puis moi, j'ai la dernière version, enfin la version grand format Changer l'eau des fleurs. Et Valérie va nous montrer la couverture du collector, donc qui est sorti il y a quelques semaines chez Livres de poche. C'est Voilà, un petit, un tout petit, tout, collector. tout mignon. Mm. Il est cartonné, il est super beau. Voilà, il est Oh, il est beau, hein. Ouais, ouais, il est beau, ouais. toutes les- dans toutes les bonnes librairies depuis quelques semaines. Valérie, est-ce qu'on peut commencer par te demander de te présenter, s'il te plaît, de nous dire comment tu es venue à l'écriture, s'il te plaît. Euh, D'où tu viens. alors, Qui Comment tu es-tu? peux dire. 1000 ans, je pourrais avoir 1000 ans tellement j'ai eu 1000 vies. L'écriture vraiment professionnellement, je l'ai abordée dans un premier temps à partir de 2009 avec mon compagnon Claude Lelouch. Moi, je viens du scénario. Il y a eu ça très très important parce que j'ai énormément travaillé avec Claude sur l'écriture de plusieurs scénarios. Et je dois rendre hommage à Catherine Pancol parce que j'ai travaillé sur l'adaptation des Yeux jaunes des crocodiles et je pense qu'en disséquant son roman et en le transformant en scénario, j'ai énormément appris. Ensuite, la troisième chose est sûre et certaine, c'est que j'ai énormément lu depuis toujours. Je suis une autodidacte, je n'ai pas de diplôme, donc je crois que l'école m'a quelque part manqué. Donc j'ai beaucoup beaucoup lu. Et voilà, et ça fait un match de tout. J'ai commencé à écrire en pensant vraiment aller au bout de mon premier roman. J'avais presque 50 ans. Donc ça veut dire que j'avais déjà une vie de maman derrière moi, la vie d'une femme qui avait travaillé, la vie d'une femme qui avait beaucoup rencontré, qui avait beaucoup bougé. Donc forcément, ça a apporté tout ça. Alors moi, je t'ai rencontré, je fais un petit coucou à Gilles Le Gardinet, qu'on a Ouais. reçu il y a 15 jours. Mm, Je t'ai rencontré à l'une de ses soirées ouais. en 2016 avec Mm, Mélusine, d'ailleurs, qui est mm, connectée. mm. Et voilà, tu Mélusine. m'avais parlé Je des fais oubliés juste du... une parenthèse pour vous dire que Mélusine va sortir son premier roman en février, que je l'ai lu et que c'est une merveille. Voilà. Mélusine, j'en reparlerai sur les réseaux. Ok, Comme une première histoire d'amour. ça marche. Mm. Et voilà, donc du coup, bah, Gilles Le Gardinier a fait le lien entre toi et moi. Et voilà, je voulais lui faire un petit Ouais, coucou parce moi qu'il m'a dit aussi. qu'il regarderait le replay de la rencontre ce soir. Et Gilles est une sorte d'ange gardien depuis le début, me protège beaucoup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a beaucoup pris soin de moi, qui a beaucoup de bienveillance, qui me suit, qui est toujours là, présent, il est assez exceptionnel. J'ai beaucoup de chance. Voilà, donc ça fait 4 ans qu'on se connaît. Moi, j'ai l'impression que ça fait 15 ans, mais Ouais, écoute, c'est finalement, vrai. ça ne fait Ouais. que 4 ans. Mm. Et donc, quand on s'est rencontrés, bah, tu m'avais parlé des oubliés du dimanche. Alors, je voulais que tu nous rappelles combien de prix a ce livre, hein, parce que c'est juste hallucinant. Je crois qu'il a 13 prix. Alors, pardon, juste un petit détail Mm. technique, Caro. On t'entend de très loin. On me signale. Je Alors, sais pas, attends. Mathieu, si tu as un petit coup de main. Non, mais je vais rapprocher le micro. Comme Faut que tu parles plus fort. Mathieu. sinon, je vais Enlève prendre... le pull, Caro. Non, mais sinon, je vais prendre le micro comme ça. C'est mieux ou pas? Bon, on va faire comme ça. Donc, tu nous disais 13 prix pour les oubliés du dimanche, Il c'est a ça? eu 13 prix et 13 prix, ça, je ne disais Oui, pas tout. Ça a été mieux. extraordinaire. Mais bon, c'est pas terrible. Et au livre de poche, le dernier, ça a été le choix des libraires. Alors, c'est ta fille qui est sur la couverture. C'est C'est Tess qui est sur la couverture. C'est Est-ce que Tess tu veux quand nous elle a parler une un petit quinzaine. peu de Ouais. ce premier roman, du coup?
Tu as mis combien d'années à l'écrire? Comment ça Alors s'est ça, c'est une histoire incroyable. Je pense qu'il est né en 1999 et il est sorti en 2000. Attends, je dis pas de bêtises. Ouais. Et il est sorti en 2015, en avril 2015. Et il est né dans mon esprit en 1999 sous la forme d'une nouvelle où c'était la mouette qui parlait d'une résidente Hélène dans une maison de retraite et d'un homme qui était parti, qui était son amoureux, qui s'appelait Lucien et qui venait la chercher. Et puis, je ne sais pas pourquoi, et ça c'est très important pour les gens qui se découragent vite, c'est très important ce que je vais vous dire parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je l'ai porté en moi comme une nécessité. C'est-à-dire que je me disais à chaque fois, chaque jour de ma vie, c'est long, hein, c'est de 1999 à 2015, donc vous imaginez, ça fait 15 ans d'une vie. Je me disais, il faut absolument que j'aille au bout de cette histoire, il faut absolument que j'aille au bout de cette histoire. Si j'arrive pas à écrire cette histoire, je ne pourrais pas vivre. C'était vraiment une question de vie ou de mort. Et en 2007, j'ai changé de vie, j'ai quitté mon dernier emploi, j'ai rencontré Claude, et j'ai commencé à écrire avec lui ce dont je vous parlais tout à l'heure, des adaptations de Catherine Pancol, 2-3 scénarios. Et à un moment donné, en 2013, c'était beaucoup plus tard, en 2013, il y a eu comme une espèce de couloir dans ma vie où j'ai eu 6 mois pour finir ce roman. Et pendant 6 mois, je me suis enfermée en Normandie et j'ai fini ce roman. Je l'ai écrit, j'ai travaillé tous les jours. Et très important aussi, je reviens un tout petit peu en arrière, en 2007, je me suis dit, il ne faut pas que ce soit la mouette qui raconte cette histoire, mais une aide-soignante. Et j'ai travaillé pendant des années avec une aide-soignante qui m'a expliqué tout ça. Et en fin 2013, je l'avais terminé, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire lire autour de moi, j'ai dû le confier à quelques personnes, mais très proches, et tous m'ont dit, il est tellement beau ce roman, il faut que tu l'envoies tel quel à un éditeur. Ensuite, grâce à une amie très proche de Claude qui s'appelle Arlette Gordon, elle m'a conseillé de l'envoyer chez Albin Michel. Elle m'a dit, tu l'envoies chez Albin Michel, c'est une très bonne maison d'édition. Tu l'envoies à un homme qui s'appelle Richard Ducousset, et puis tu verras bien ce qui va se passer. Et j'ai dû l'envoyer en novembre 2013, et je le sais parce que je m'en souviens, parce que c'est le jour de la naissance de Gabrielle, que je considère comme ma petite fille. Elle est née le 23 décembre, et le 23 décembre, au moment où elle est arrivée au monde, mon ange Gabrielle, Richard Ducousset a appelé pour me dire que le comité de lecture avait adoré Les Oubliés du dimanche. Et j'ai très vite rencontré Maëlle Guillot, qui est devenue mon éditrice chez Albin Michel. Donc les choses ont été très rapides quand je l'ai livré à mon éditeur. En revanche, vous imaginez, c'est 15 ans d'une vie pour écrire mon premier roman. Ne jamais se décourager. Combien de fois j'ai eu envie de le brûler, vous ne pouvez pas savoir. Et combien de fois je l'ai brûlé. Et ça m'a fait la même chose quand j'ai lu les 100 premières pages de Changer l'eau des fleurs, quand je l'ai redécouvert, parce que je pense qu'il est extrêmement important de prendre son temps pour écrire, et je pense qu'il est extrêmement important de poser un manuscrit dans un coin, de le redécouvrir, de le reposer dans un coin, de le redécouvrir. Je pense que ça l'enrichit, parce qu'à chaque fois, vous avez un œil très neuf. Et quand j'ai relu les 100 premières pages de Changer l'eau des fleurs après 6 mois d'absence, on va dire, j'ai eu envie de le brûler. Mais je me suis dit, courage, il faut du courage, il faut revenir à ce que tu veux dire, il faut de la sincérité, et on y va et on y retourne. Alors c'est fou parce qu'en 2 livres simplement, tu es une auteure installée en France. Là, on parlait d'Italie, tu es numéro 1 en Italie depuis quelques semaines. C'est vrai que tes romans sont incroyables, inoubliables. Moi, il y a peu de livres dont je me souviens aussi bien de où je les ai lus, justement. Changer l'eau des fleurs, je l'ai lu dans un hôtel, j'étais à New York, et en fait, je le lisais avec le jet lag. Je le lisais le matin entre 4h et 6h du mat dans la salle de bain. Et c'était mon petit moment avec Violette. Et en fait, je n'arrivais pas à m'arrêter de lire parce que je voulais savoir. C'est vrai que tes livres nous happent, nous lecteurs, directement, à la fois pour Justine dans Les Oubliés du dimanche et le personnage de Violette, qui est un personnage inoubliable. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec le personnage de Violette. Est-ce que tu peux nous raconter d'où vient Violette ? C'est très mystique pour moi, d'où vient Violette. Déjà, Violette, déjà, je voudrais rendre hommage à mes lecteurs. Parce que moi, je dois tout à mes lecteurs, à mes libraires, à tous les gens qui m'ont soutenu depuis le début, à mes blogueurs, c'est la folie, certains journalistes, voilà. Mais mes lecteurs, quand même, c'est hyper important. Et je le dis là, parce que si j'ai écrit Changer l'eau des fleurs, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui m'avaient dit, après avoir lu Les Oubliés du dimanche, mais il faut continuer, Valérie, mais on attend le deuxième. Ça m'a porté d'une manière, mais c'est extraordinaire.
Et je me disais, bon, peut-être que puisque la nécessité était vraiment d'écrire Les Oubliés du dimanche, mais pas forcément un deuxième roman, comme j'ai eu beaucoup, beaucoup de vie avant, je me suis dit, ça va être mon roman, et puis après, je vais faire autre chose, je vais passer à autre chose. Et c'est vrai que le fait que les lecteurs me parlent comme ça, dans les rencontres, dans les salons et tout, ça m'a porté d'une manière extraordinaire. Et je pensais à ça, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense qu'on porte des histoires depuis très, très longtemps. J'avais envie de parler d'un cimetière. J'avais envie de parler du cimetière. J'avais l'idée vaguement de quelque chose où, par exemple, on exhumerait un corps et puis le cercueil serait vide. Et puis pourquoi? Et puis voilà, c'était plutôt cette idée-là, mais que je trimballais depuis des années. J'ai fait beaucoup de photos. J'ai fait pas mal de photos dans les cimetières. Je trouvais qu'il y avait un truc très beau, très triste, mais en même temps très nostalgique. Puis je trouvais que c'était assez beau. Et un jour, je vis en Normandie la moitié du temps et je vais promener mes chiens dans le cimetière d'Auberville. C'est dans les hauteurs de Villers-sur-Mer, au bord de la mer, parce que c'est très tranquille. Donc je pars avec mes chiens et j'étais avec Claude, mon compagnon, et j'avais pris, je sais pas pourquoi, je suis pieds nus et je lui prends ses bottes. Il fait du 42. Et quand on arrive sur la tombe de ses parents qui reposent dans ce petit cimetière d'Auberville, je lui dis, écoute Claude, il faut que tu récupères tes bottes, je vais récupérer tes baskets parce que je peux plus marcher, j'ai des ampoules. Et je m'assieds sur la tombe des parents de Claude, je remets ses baskets, il reprend ses bottes, et en sortant du cimetière arrive Violette. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement mystique. Je l'ai d'ailleurs dit à la fin de Changer des fleurs, je remercie toujours ses parents qui m'ont, comme s'ils m'avaient soufflé une histoire, comme pour me protéger. Je rentre à la maison, mais entre le chemin, entre le cimetière et le manoir, je sais pas, il y a 20 minutes de marche à peu près, et ça commence à me cogiter. Je pense beaucoup à René, le personnage de concierge de l'élégance du hérisson. Je me dis, il faut que ce soit une gardienne. Est-ce que ça existe, les gardiennes cimetières? Est-ce qu'il faut qu'elle ait l'air d'avoir l'air, mais qu'elle n'ait pas du tout? Il ne faut pas qu'elle ait l'air d'être ce qu'elle est vraiment. J'arrive à la maison, je tape gardienne cimetière. Je vous jure que c'est vrai, je dis tout le temps, mais c'est vrai, gardienne cimetière, un métier d'avenir. Et là, je me dis, putain, j'ai sûrement trouvé quelque chose d'extraordinaire. Alors après, je commence à mettre mes idées au propre. Je commence jamais une histoire si j'ai pas la fin. Donc, je sais exactement où va se passer la fin. Donc, cette femme, elle commence à s'incarner en moi. Elle est mariée, elle a été mariée, son mari, il a disparu. Je savais que je voulais absolument aborder le thème le plus difficile qui est abordé dans Changer au départ. Je veux pas le dire pour ceux qui l'ont pas lu. Mais c'est un thème qui est très casse-gueule et extrêmement difficile parce que personnellement, j'avais quelqu'un d'extrêmement proche, comme ma famille, à qui il est arrivé un drame, et j'avais besoin d'en parler, de l'exorciser autrement. Et puis tout s'est construit comme ça. Voilà, peu à peu. Mais Violette, pour moi, elle existe. Pour moi, Violette est incarnée. Je ne sais pas où elle est, mais ce n'est pas qu'un personnage. C'est beaucoup plus fort qu'un personnage. Nombreux sont les lecteurs qui se sont demandé si effectivement c'était quelqu'un qui existait, Violette. Ouais, mais je comprends. Après, je pense que Violette ressemble à énormément de femmes. Je pense qu'elle ressemble à beaucoup, beaucoup de femmes de tout âge, de tout milieu. Je crois je crois que les gens la ressentent comme ça, et c'est sans doute pour ça qu'elle commence à devenir presque universelle, puisque cette petite gardienne de cimetière aujourd'hui, la Chine, elle est en Chine, elle est en Russie, elle est aux États-Unis, elle est en Angleterre, elle est au Vietnam. J'ai reçu cette semaine la version vietnamienne, je sais même plus, enfin, dans 15 pays. Donc ça veut dire que tout à coup, cette petite femme, mais qui parle de l'essentiel, qui parle de la vie, de la mort, qui est là dans son petit cimetière bourguignon, que personne ne voit, d'un coup, elle devient universelle. C'est-à-dire que tous les pays du monde s'en emparent. Donc, c'est une histoire extraordinaire. Alors, on va peut-être lire le premier extrait, Caro, comme on parle de Violette. Ça tombe bien? Exactement. Alors, attendez, je vous partage l'écran. Hop. Hop. Alors, je vais prendre voilà, Caro, c'est à toi. Je m'appelle Violette Toussaint. J'ai été garde-barrière. Maintenant, je suis garde-cimetière. Je déguste la vie, je la bois à petites gorgées comme du thé au jasmin, mélangé à du miel. Et quand arrive le soir, que les grilles de mon cimetière sont fermées et la clé accrochée à ma porte de salle de bain, je suis au paradis. Pas le paradis de mes voisins de palier, non. Le paradis des vivants. Une gorgée de Porto, un cru 1983 que me rapporte José Luis Fernandez chaque 1er septembre. Un reste de vacances versé dans un petit verre en cristal, une sorte d'été indien que je débouche vers 19h, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente.
2 dés à coudre de liquide rubis, le sang des vignes de Porto. Je ferme les yeux et je savoure. Une seule gorgée suffit à égayer ma soirée. 2 dés à coudre, parce que j'aime l'ivresse, mais pas l'alcool. José Luis Fernandez fleurit la tombe de Maria Pinto, épouse Fernandez, 1956-2007, une fois par semaine, sauf au mois de juillet. Là, c'est moi qui prends le relais. D'où le Porto pour me remercier. Mon présent est un présent du ciel. C'est ce que je me dis chaque matin quand j'ouvre les yeux. J'ai été très malheureuse, anéantie même, inexistante, vidée. J'ai été comme mes voisins de palier, mais en pire. Mes fonctions vitales fonctionnaient, mais sans moi à l'intérieur. Sans le poids de mon âme qui pèse, paraît-il, que l'on soit gros ou maigre, grand ou petit, jeune ou vieux, 21 grammes. Mais comme je n'ai jamais eu le goût du malheur, j'ai décidé que ça ne durerait pas. Le malheur, il faut bien que ça s'arrête un jour. Mm. Voilà, après cette scène, moi, Violette, je l'aimais déjà. C'est un personnage qui touche tout le monde. C'est un personnage dans lequel, à la fois, on se retrouve. C'est un personnage qu'on voudrait rencontrer parce que c'est une belle personne. Et c'est quelqu'un qui arrive à toucher, comme tu disais, tous les pays du monde, les hommes, les femmes. Elle a un destin incroyable, cette Violette Toussaint. Incroyable. Y a-t-il un peu de Valérie dans Violette? Posez Pauline Oui, comme question. alors j'ai posé la question, moi je pose toujours la question quand parce que Violette, j'ai quand même absolument amené partout. J'ai vraiment fait tous les coins de France, j'ai rencontré beaucoup de lecteurs, beaucoup de libraires. Voilà, j'ai beaucoup bougé avec Violette. Et à chaque fois, ma question finale était, je demandais qui vous verriez pour incarner Violette au cinéma. Et beaucoup me disent, en dehors de certains noms qui reviennent toujours, vous. Excellent. Donc j'imagine que oui, il y a forcément de moi, il y a de Tess, il y a de toutes les femmes que j'ai rencontrées qui m'ont nourrie, qui m'ont apporté. Tout. Moi, je suis en admiration devant le genre humain. Même si on traverse des périodes très très compliquées en ce moment, je suis en admiration devant le genre humain parce que je pense qu'il y a des gens merveilleux partout et elle fait partie de ce merveilleux-là, Violette, avec ses défauts, hein, bien sûr. Elle n'est pas parfaite, c'est ça qui est formidable justement. C'est comme on en parlera peut-être plus tard, mais moi j'adore Philippe Toussaint, qu'on peut détester. Mais enfin, j'adore tous mes personnages, mais Philippe, il est vachement important aussi, parce que Philippe, il est plein de défauts, il est tout ce qu'on peut détester comme ça de prime abord, mais quand on voit le cœur des hommes, et le cœur de cet homme, il est pas si vilain en fin de compte. Philippe Toussaint, il a disparu au début du roman. Oui. Et justement, c'est aussi un fil rouge qui nous tient en haleine tout au long. On peut en parler maintenant, effectivement, de Philippe Toussaint, parce que c'est vrai qu'il incarne, il est absent, et pourtant, il est très présent dans l'histoire. Très présent dans ce roman, ouais. Oui, et puis c'est vrai que il y a un corbeau dans Les Oubliés du dimanche, donc, qui déclenche une enquête. Il y a une affaire dans Le Changelo des fleurs qui va déclencher une enquête. Dans le 3e roman dont je vous parlerai tout à l'heure, il y a un événement qui va déclencher une enquête. Oui, je construis mes romans comme des polars, bien sûr. Je ne serai jamais dans le rayon polar de Caroline, encore que. On va dire pas dit mon dernier mot, mais il n'empêche que je sais qu'il y a une veine du polar parce que je suis fascinée par les faits divers et par toutes les affaires. On parle de Dupont de Ligonnès, on parle de l'affaire Roman, enfin, qui nous passionne tous, l'affaire Grégory. On est dans l'humain. Donc, dès qu'on parle de faits divers, dès qu'on parle d'humain, forcément, ça me passionne. Et c'est vrai que ça se ressent très, très fort dans mes romans. Tu as une construction vraiment particulière, effectivement, parce que c'est du roman, mais pas que. Comme tu le disais, tu me disais que tu aimais bien aussi, il y a une espèce de petite forme de thriller psychologique dans chacun de tes livres. Et c'est vrai que c'est pas que du feel good. Ça a été présenté comme du feel good. Moi, pour moi, c'est absolument pas du feel good. C'est bien plus que ça. Enfin, on traverse tellement d'émotions dans chacun de tes romans. Enfin, voilà, Violette, elle a une vie. Tout à l'heure, je me suis pris la tête avec une nana sur Facebook qui disait « Oh, ça dégouline de bons sentiments, ce livre ». Et je lui ai dit on n'a pas du tout lu le même livre. Je ne suis pas du tout d'accord. Violette Toussaint, elle n'a pas du tout un destin tout tracé, tout mielleux, tout facile. Donc, du coup, je ne suis pas du tout d'accord quand les gens le cataloguent en feel good parce que c'est tellement plus que ça. Enfin, il y a des gens, il y a des personnages extrêmement âpres. Mais oui. Extrêmement noir dans mes romans, dans mes 3 romans d'ailleurs. C'est vrai que tu réussis, si on prend dans Changer l'eau de fleurs, à faire que le personnage de Philippe Toussaint, qu'on va détester complètement au début du livre parce qu'on est dans la team Violette, il va se passer quelque chose qui va faire que tout d'un coup, on va se dire, mais en fait, c'est pas du tout
le salaud qu'on s'était imaginé que c'était. Et c'est vrai que tu fais que le lecteur bascule complètement et reprend le livre dans un autre sens en se disant, mais alors maintenant qu'on sait ça, effectivement, la donne change. Et c'est ce basculement, moi je l'ai adoré dans ce livre. Ouais, mais on ne peut pas trop en dire non plus. Non, mais c'est vrai que la façon dont finalement le lecteur s'est trompé, parce que tu nous as amené sur des pistes. Ouais, je fais exprès. Alors ça, c'est complètement fait exprès. Ah oui, bien sûr, hein, ça fonctionne complètement. Et ça, c'est très bien fait. Tu disais tout à l'heure, Valérie, que quand tu commences à construire une histoire dans ta tête, tu n'avances pas si tu n'as pas la fin. Enfin, tu ne commences pas à écrire tant que tu n'as pas la fin. Comment tu fonctionnes justement? Est-ce que tu as toutes les étapes ou est-ce que tu as le début, la fin et au fur et à mesure, le reste vient? Comment vient l'inspiration? J'en sais rien du tout. Tu sais pas? J'ai la fin, j'ai le début, j'ai le personnage, j'ai sûrement 2-3 moments clés du roman sur un petit cahier comme ça. Et après, tous les jours, j'essaie de construire un chapitre. Mes chapitres sont très courts. Donc, chaque jour, j'essaie de construire un chapitre, de prendre un chemin pour aller jusqu'à cette fin. Mais par contre, je ne sais pas par quel chemin je vais emprunter. Voilà, c'est ça en fait. Et tu tricotes et tu détricotes Ça m'arrive, oui, bien sûr. Ouais. Donc, je pense que sur les oubliés, ça m'est beaucoup arrivé. Je me souviens plus vraiment. Sur Violette, c'était assez évident parce qu'il y avait un vrai plaisir de retrouver Violette dans la loge, de boire le thé avec elle, vraiment d'être près d'elle. Et puis, quand elle est jeune, à Charleville-Mézières, quand elle rencontre Philippe, cette gamine qui sait pas d'où elle vient, qui est née sous X, tout ça. Tout ça, je l'avais, je crois, dès le départ. Et puis après, je savais que son mari avait disparu. Je savais pas vraiment ce qu'il était devenu. Puis au fur et à mesure, je construis les choses. En fait, un peu comme dans la vie, je me laisse complètement guider par mes personnages. Je suis un peu, je suis très heureuse d'avoir rencontré Bernard Werber parce qu'il m'a vraiment éveillée à l'hypnose quelque part. Et je pense qu'en fait, que quand on est en train d'écrire, quand on écrit, quand on se met en état d'écrire, on est un peu en état d'hypnose. Et moi, je suis complètement connectée avec mes personnages. C'est-à-dire que si j'écris souvent à la première personne et que je suis un vieux monsieur de 75 ans ou une jeune fille de 10 ans, une petite fille de 10 ans, je le suis vraiment physiquement, comme un comédien. En fait, mon travail est vraiment le même travail qu'un comédien qui va chercher l'émotion de qui se reconnecte à l'enfant ou à la vieille personne, à un homme, à une femme. J'arrive vraiment à me mettre dans la peau de mes personnages. Et donc, je pense que ça, c'est une sorte d'état d'hypnose. C'est comme ça que j'essaie de comprendre les choses. Mais après, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Pour moi, le secret de n'importe quel travail, c'est le travail. Hein. Les choses arrivent pas comme ça. Je ne me mets pas devant mon ordinateur en me disant ouais, non, c'est sûr. Comme une malade. Est-ce que c'est dans un état d'hypnose que tu choisis les prénoms et les noms de tes personnages? Parce que là, ils sont quand même très significatifs. Par exemple, je vais vous donner un scoop, tiens, parce que là, je vois que des amis. Dans le prochain, c'est Nina Beau. Bon. Jusque-là, tout va bien. Nina Beau, bon. Étienne Beaulieu, c'est pour Baptiste Beaulieu. D'accord. Adrien Bobin, c'est pour Christian Bobin. Et puis, il y a un homme qui s'appelle Grimaldi, et c'est pour Virginie Grimaldi, voilà. Parce que j'adore leur nom. Et il y a aussi Désérable, c'est pour François-Henri Désérable, parce que j'adore leur nom. Et donc, du coup, je leur vole leur nom. C'est pas du tout par hasard. Dans Changer l'eau des fleurs, il y a un homme très important, un personnage masculin très important qui s'appelle Julien Seul. Et Julien Seul, il existe dans la vraie vie. Et je lui ai tout de suite dit, Julien, j'aime trop ton prénom, j'aime trop ton nom. Est-ce que ça pourrait être mon personnage? Il m'a dit oui, bien sûr, prends. Non, les noms comme ça n'arrivent pas par hasard. Il y a aussi un Gabriel Prudence. Gabriel, c'est un prénom que j'adore. Prudence, c'est un ami à moi. Il y a Drodro, comment il s'appelle? Drodro, il s'appelle Prudent. Je choisis pas du tout les noms par hasard. Comment ça se passe du coup? Alors, tu nous racontais pour l'écriture des Oubliés du dimanche, comment ça s'est passé pour Changer l'eau des fleurs? Tu avais des espèces de. À partir du moment où tu as eu le flash à la sortie du cimetière? Alors là, c'était énorme. C'était énorme. Je sentais que c'était énorme. Donc, j'ai rencontré 2 personnes. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Norbert Jolivet et qui a été fossoyeur pendant 30 ans dans la ville où j'ai grandi, en Bourgogne. Et j'ai rencontré Raphaël Fatou qui, lui, tient un magasin de pompes funèbres à Trouville-sur-Mer. J'ai vraiment poussé un mardi après-midi son échoppe, la porte de l'échoppe pour lui dire bonjour, je suis Valérie Perrin, j'ai écrit un roman, je voudrais en écrire un deuxième. Voilà, ça va parler d'une guerre de cimetière. Est-ce que vous pouvez me parler
de votre métier. Donc, du coup, 1 heure après, je touchais tous les bois de cercueil. Raphaël, il m'a connecté comment dire, à tout ce qui était irrationnel, les chansons, les discours, le monde dans les enterrements. Pourquoi est-ce qu'on choisit un cercueil extrêmement cher pour quelqu'un alors qu'on sait qu'il va être incinéré? Tout ce qui est irrationnel. Il m'a vraiment connecté à ça. Tout ce qu'il m'a dit, c'est très précieux. Et puis après, j'ai rencontré vraiment le côté fossoyeur, donc vraiment Norbert qui lui était là, qui creusait la terre, mais qui refusait d'être présent le jour où on enterrait des enfants, parce que pour lui, ça a toujours été insupportable. Je l'ai rencontré dans des bistrots en Bourgogne, et c'est un homme plein de joie, plein de vie, qui a élevé tout seul ses enfants. Enfin, c'est vraiment un personnage à lui tout seul. J'ai pris ce que eux me disaient, je les enregistrais, j'ai pris ça, j'ai complètement créé l'histoire de Violette. J'ai lu quelques témoignages de gardiens de cimetière, mais très peu. Et puis, j'ai tricoté toute cette histoire-là avec l'histoire de Philippe, Sacha aussi. C'est incroyable comment Sacha m'est arrivé. J'étais avec mon amie Christine Solaire à Orléans. Et elle m'emmène boire un thé dans un endroit extraordinaire où l'homme était très, très beau. C'est un homme asiatique, métis, très beau. Il y avait du thé partout. Et je bois le fameux lait, le lait d'amande. J'ai jamais bu un lait d'amande aussi bon. Et c'était pendant que je construisais Violette, et ben hop, voilà, ça naît comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre le temps d'écrire, il faut prendre le temps de digérer les choses, de voir. Quand vous êtes dans l'écriture d'un roman, en tout cas moi, hein, après chacun sa popote, chacun son histoire, je ne pense qu'à ça 24 heures sur 24. J'ai l'air de faire autre chose, mais en fait, je fais que ça. C'est pour ça que je suis vachement fatiguée à la fin. Parce que du coup, j'ai beaucoup, beaucoup donné. Et voilà, c'est comme ça que Sacha arrive. Et Sacha, je rêve de rencontrer Sacha. Alors, en parlant de rencontrer tes personnages, est-ce que tu peux nous raconter ce qui est en train de se passer autour de Changer l'eau des fleurs? J'ai entendu dire qu'il allait être adopté sur une scène de théâtre dans quelques mois. Ouais, normalement, oui. C'est ma belle-fille Salomé qui va en faire la mise en scène avec Michael. Un auteur et acteur de génie. Je me rappelle jamais de son nom, c'est horrible, mais c'est pas grave. C'est le garçon qui était seul en scène pour la liste de mes envies de Grégoire Delacour, qui a fait un travail remarquable. C'est un type que j'admire, avec une actrice magnifique qui s'appelle Caroline. Pardon, ma Caroline, je ne me rappelle jamais des noms. Et j'ai juste assisté à une lecture, c'est tout. J'ai pas du tout vu leur travail. Je suis en confiance à 1000%. Parce que je sais que le texte est dans les mains de gens de grande qualité. On devait faire une première à Avignon l'été dernier, ça ne se fera pas. On devait faire une autre première l'été prochain à Avignon. Est-ce que ça se fera? On n'en est pas encore sûr, mais en tout cas, il devrait être adapté au théâtre en France. Et puis pour ce qui est de l'adaptation cinématographique, rien n'est encore arrêté. C'était toi qui avais envie de te coller à la réalisation ou pas? J'avais très envie de me coller, en tout cas au moins à l'adaptation de la V1 d'un film qu'on aurait fait en France. Mais entre-temps, il s'est passé le confinement, il s'est passé plein de choses. Ça a bouleversé nos vies, ce confinement, ce Covid. Ça a replacé les choses essentielles dans nos vies, et du coup ça m'a donné envie de prendre ma retraite, enfin pas vraiment, mais en tout cas d'écrire beaucoup de romans et pas forcément de passer à la réalisation, un truc très lourd. J'ai pas encore pris ma décision. Il y a eu d'autres offres qui sont arrivées, dont notamment une offre italienne, et j'attends là, je suis en attente. D'accord. Caro, est-ce tu nous lirais le deuxième extrait avant qu'on... Allez, ouais, comme on parlait des personnages. Comme on a plein de personnages. Alors, c'est un extrait, tu veux nous raconter, Valérie? C'est un extrait sur le début de la relation d'amitié entre Violette et Célia. Absolument. Célia, c'est la fille de mon amie Paquita. Et en fait, le personnage de Célia ressemble beaucoup à mon amie Paquita, à qui j'ai dédié Changer l'eau des fleurs. Alors, je vous le dis. Ils vivent à Marseille. Je me suis beaucoup inspirée de cette famille-là. Célia avait une 50aine d'années. Elle avait de beaux yeux bleus, très doux. Elle parlait doucement, avait une voix rassurante et un bel accent du Midi. J'ai dit d'accord pour le canapé lit, et j'ai eu raison. Quand Philippe Toussaint a fini par rentrer, il est allé directement s'écrouler sur le lit de notre chambre. Il n'a pas eu un regard vers nous. J'ai dit à Célia, en voyant passer Philippe Toussaint, « C'est mon mari ». Elle m'a souri sans répondre. Célia et moi sommes restés dans le salon à parler jusqu'à 1h du matin.
Les fenêtres étaient toujours ouvertes. C'était la première fois depuis notre arrivée qu'il faisait si chaud dans les pièces. Célia habitait Marseille. Je lui ai dit que c'était sûrement elle qui avait amené le soleil jusqu'à l'intérieur de la maison, que d'habitude la chaleur n'entrait pas, qu'il y avait une barrière invisible qui l'en empêchait. Quand on a fini la bouteille de vin, je lui ai dit que j'acceptais qu'elle dorme sur mon canapé lit, à condition que je dorme avec elle, parce que je n'avais jamais eu d'amis ni de sœurs, et qu'à part ma fille quand elle était bébé, je n'avais jamais dormi avec une copine comme le font les vraies copines. Célia a répondu « D'accord, copine, on dort ensemble ». Cette nuit-là, j'ai réalisé un peu, en rattrapant un peu le retard que j'avais sur l'amitié. Toutes ces nuits où j'aurais voulu dormir chez une meilleure amie avec ses parents à côté. Toutes ces nuits où j'aurais voulu faire le mur avec elle pour retrouver des garçons assis sur leur mobilette au bout de la rue, je les ai un peu rattrapés. Et je crois qu'on a tous envie de partager cet instant avec une amie, qu'on est de longue date ou qu'on est récemment. Ça, c'est les petits moments de bonheur du quotidien. Quand je me suis replongée effectivement dans tout ce qui a été dit sur Changer l'eau des fleurs, on a souvent dit que Violette croyait obstinément au bonheur. Et je trouve que cet extrait montre bien qu'elle se rattache à plein de petites choses et que, comme le disait le premier extrait, qu'à un moment donné, le malheur s'arrête. Est-ce qu'il faut toujours croire au bonheur? Que la roue tourne, en fait. En fait, c'est pas tellement qu'elle croit obstinément au bonheur, c'est juste que sa constitution, c'est de jamais, ne jamais complètement baisser les bras. Je pense que c'est la force de ce personnage. C'est que elle a vécu le pire, et même du pire, elle s'en est relevée. Et elle a cette force en elle qu'elle ne soupçonne pas. C'est plus ça, en fait. Et surtout, je l'ai déjà dit, je crois qu'elle croit obstinément au présent. Elle n'est pas dans la nostalgie. Elle n'est pas déjà en train d'anticiper sur ce qui va se passer dans 15 jours. Elle est juste dans le présent. Elle est vachement ancrée. Je pense que c'est la force de ce personnage. Et du coup, le titre, Changer l'eau des fleurs, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'il t'est venu? Parce que je trouve que ça résonne bien avec cette notion de présent. Alors moi, je voulais l'appeler Violette Toussaint. Oui. Tout simplement. Violette Toussaint. Les gens l'appellent beaucoup Violette Toussaint. C'est vrai que quand on parle de ton livre, c'est Violette Toussaint. Comme Amélie Poulain, enfin, ou il y avait Odette Tout le Monde aussi. Je trouvais que c'était très fort, Violette Toussaint. Et puis, mon éditrice me disait, je sais pas, ça parle pas, on sait pas qui c'est, Violette Toussaint, on sait pas. Et du coup, j'ai commencé à écrire des titres hypothétiques, comme un renouveau, je voulais qu'il y ait le mot terre, renaître, réparer les vivants, c'est déjà pris, mais ça aurait été formidable. Voilà, donc tu vois, pendant une semaine, pendant un mois ou deux, je m'envoie tout le temps des textos, c'est des petites notes à moi-même pour me dire, bon, bah ça ou ça, mais c'est pas fulgurant. Et puis, je me souviens plus exactement à quel moment, sûrement en 2017, ou après mon anniversaire, ou après le 14 février, mais je pense que c'est un anniversaire, il y avait plein de fleurs à la maison, et je pars de la maison, et j'étais avec un ami, et je lui dis, oh merde, j'ai oublié de changer l'eau des fleurs. Et là, mais en prononçant ça, changer l'eau des fleurs, mais comme dans la pub quand on était petit, vous savez, de Don Camillo avec les pâtes Panzani, la lumière sur moi, et je me dis, mais merde, mais c'est changer l'eau des fleurs, mais bien sûr, c'est ça va s'appeler comme ça. J'ai tout de suite envoyé un texto à Maëlle Guillaume, mon éditrice chez Albin, je lui ai dit, ce sera changer l'eau des fleurs. Elle me dit, t'es sûre? Je lui dis, mais il n'y a même pas de cas, en fait, il n'y a même pas de réflexion à avoir. Changer l'eau des fleurs, c'est exactement ça. Parce que pourquoi? C'est très important. Quand on change l'eau des fleurs, ça veut dire qu'on vient, pour moi, hein, dans ma tête, voilà, on vient de faire le ménage, on a ouvert en grand, on a changé l'eau, on a coupé les tiges parce qu'on a envie que la vie continue. Et voilà, c'était évident pour moi. Alors, tu n'as pas eu ce même problème pour ton roman numéro 3? Non. Alors, je n'ai pas eu le même problème pour le roman numéro 3 parce que je savais que ça serait 3 dans la mesure où c'était l'histoire de 3 personnages, 2 garçons et une fille. Et je me suis dit, mais c'était évident tout de suite. Je crois que je n'ai même pas cherché d'autres titres. Non, jamais. Donc, le titre, c'est 3. En plus, c'est le 3e, donc c'est très important pour moi. C'est mon 3e roman et c'est l'histoire de 3 amis d'enfance, mais sur 30 ans, quoi. C'est l'histoire c'est presque une vie. Et alors, comment on se remet à l'écriture après Changer l'eau des fleurs? Parce que Violette, elle a une place très importante dans ta vie. Extrêmement compliqué de se remettre à l'écriture après un personnage qui est très, très fort, qui est encore très présent. Il faut lui dire juste écarte-toi un petit peu parce qu'il faut faire de la place pour d'autres. C'était extrêmement compliqué dans un premier temps.
Et puis après, pareil, du travail. J'ai dû mettre 1 an et demi pour l'écrire celui-là. Et puis on dit qu'on met tant de temps pour écrire un roman, mais après il y a beaucoup de corrections, d'aller-retour, de réflexion, de relecture, de coupe, etc., etc. Et puis il y a surtout une attente folle parce que tes lecteurs, lectrices. En plus, on sait qu'on est attendu. Ah, la pression. Il faut pas décevoir ses lecteurs, c'est vachement important aussi pour moi, donc c'était compliqué. Est-ce que tu avais une pression supplémentaire Oui. du fait que ça soit le roman d'après Violette Toussaint? Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. On me l'a déjà dit plein de fois, c'est comme les gens qui ont le Goncourt après écrire bonjour, quoi. Bonjour la pression. Violette, c'est pas le Goncourt, mais c'était une pression très très forte aussi. Après, la bonne idée que tu as eue, je trouve, c'est justement, après le personnage de Violette, qui est un personnage très fort, c'est que ton prochain livre traite de 3 personnages, en fait. Donc, comme ça, il n'y aura pas de comparaison à avoir. Non, il ne faut surtout pas comparer. Il ne faut pas comparer, puis c'est très terrible. Puis, j'ai pas envie de servir la même recette. Ni, voilà, Violette, c'est unique. Ce qu'il y a de commun dans mes 3 premiers romans, et puis le 4e sera pareil, c'est la Bourgogne. C'est vraiment l'enfance en Bourgogne. Que ce soit Justine, elle est grandie à Milly, que j'ai inventé, mais qui est complètement en Bourgogne, une petite bourgade. Dans Changer l'eau des fleurs, on sent que j'ai inventé aussi Brancion en Châlons. Le cimetière de Violette est inventé, mais c'est Brancion, c'est pas loin de Chalon-sur-Saône. On sent qu'elle est pas loin de Mâcon, et tout ça se passe en Bourgogne. Et dans le 3e roman, je l'ai appelé la Commelle, qui existe vraiment, qui est en Bourgogne aussi. C'est pas la même ville que la Commelle, mais je l'appelais la Commelle parce que c'était en Bourgogne et que c'était très important pour moi que la genèse de la rencontre se passe en province. Pour moi, la province, c'est très important. Est-ce que tu peux nous raconter du coup la genèse du livre 3? Comment t'es venue l'idée? Alors, je pense que c'est un peu comme l'histoire de Cimetière avec Changer l'eau des fleurs. Je ne savais pas, mais je promenais cette envie. C'est en lisant Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. En fait, j'étais partie pour écrire un autre roman dans ma tête. Rien n'était encore acté, j'étais pas du tout partie. Et j'ai lu Arrête avec tes mensonges. Et il a été pour moi une évidence absolue que j'avais envie de parler de la jeunesse, que j'avais envie de parler d'amour, que j'avais envie de parler d'amitié. Et à ce moment-là, ça a été vraiment pour moi primordial. Et puis, autre chose de très important aussi, c'est un secret pour personne. Je suis marraine d'un refuge et je trouvais que un refuge où on récupère chiens, chats, un peu de poules, un peu de lapins, un peu tous les nouveaux animaux domestiques. Et je trouvais que en m'approchant de ce milieu-là et en rencontrant les bénévoles et les gens qui sont embauchés à l'année dans le refuge, je trouvais que c'était un microcosme extraordinaire pour parler du genre humain et de la vie en général. C'est-à-dire qu'on rencontre vraiment toutes sortes de personnes dans les refuges, dans ce qu'on appelle les promeneurs, dans les jeunes, aussi bien dans les jeunes filles qui viennent pour caresser les chats que les vieilles dames esselées, peu importe. Enfin, je trouvais que c'était vraiment extraordinaire, que c'était vraiment une sorte d'engrais fabuleux. Et donc, du coup, j'ai voulu mélanger tout ça. Il y a un de mes 3 personnages, on le sait dès le départ, la fille sur les 3 amies, qui elle n'est jamais partie, n'a jamais quitté son village de naissance et qui s'occupe du refuge. C'est ce qu'on sait au départ en fait. Et est-ce que ça, tu disais tout à l'heure, tu le traînais en toi, c'est une idée que tu as depuis longtemps? Ouais, je pense que j'avais envie de parler d'amour et je n'ai pas trop envie d'en dire. Je vais vous raconter. Oui, bien sûr, bien sûr. Le pitcher, il n'y a aucun problème. Mais par contre, je ne vais pas rentrer dans l'intime parce que c'est un roman extrêmement intime. Et j'ai touché beaucoup à l'intimité. L'autre jour, ma belle-fille, Chayane, disait, j'ai du mal à lire tes histoires quand tu parles de scènes d'amour quand même, parce que tu es quand même ma belle-mère, alors il faut que j'oublie. Je dis là, ma chérie, sur le 3e, je suis sûrement allée beaucoup plus loin encore. Et en fait, je touche à l'intime, je touche à la vie, je touche beaucoup à l'amitié, sur pourquoi est-ce qu'on se rencontre quand on est petit, pourquoi est-ce qu'on s'aime, pourquoi est-ce qu'on choisit nos amis, pourquoi est-ce qu'on se perd de vue, qu'est-ce qui fait que la vie fait qu'on peut se retrouver, pourquoi, comment ça peut être douloureux aussi de se retrouver. On a tous des potes qu'on n'a pas vus depuis longtemps, puis on se recroise et puis on se rend compte que bien qu'on ait partagé beaucoup de choses quand on était plus jeune, on n'a plus grand-chose à se dire parce qu'on a pris des chemins ou pas. Mais voilà, j'ai exploré ça, voilà, plusieurs thèmes comme ça. Et donc, ce sont 3 amis d'enfance qui se rencontrent en CM2, le jour de la rentrée en CM2. Étienne, Adrien et Nina, qui ne vont pas se quitter, j'ai envie de dire, jusqu'au bac. Leur rêve, c'est de partir tous les 3 faire de la musique à Paris. Mais rien ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Et au présent,
parce que c'est construit de la même manière. C'est ma façon d'être et c'est ma façon de construire. On a passé présent et au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on découvre de plus en plus de choses. C'est vraiment des poupées russes. Je pense mes romans, en tout cas mes 3 premiers romans, sont vraiment construits comme des poupées russes. Et au présent, on a une 4e personne qui s'appelle Virginie, qui est la narratrice, qui semble avoir très bien connu ses 3 amis d'enfance et qui en parle, qui raconte l'histoire de ces 3 amis. Et puis, on fait des flashbacks petit à petit, on va découvrir plein de choses, et notamment pourquoi ces 3 amis-là se sont perdus de vue, pourquoi ils ne se parlent pas. Et puis, toujours cette histoire de polar en fond, on découvre une épave au fond d'un lac qui est émergée depuis 17 ans. Et peut-être ça a un rapport avec cette histoire-là. Peut-être ou pas. Vous verrez bien. Parce que et il sort quand? je vous ai bien perdu et je me suis bien amusée. Et il sort quand? On va devoir patienter combien de temps? Demande les gens dans le chat. Fin mars, début avril. On est vraiment sur une sortie au printemps. Ok. Le renouveau. Le renouveau. Exactement. Moi, je voulais connaître le rapport que tu avais avec tes fans, parce qu'il y avait plusieurs fois dans le chat tout à l'heure des gens qui disaient que grâce à ton livre Changer l'eau des fleurs, les gens étaient retournés au cimetière, fleurir des tombes. Ouais. Quels sont les retours de tes fans? Comment ça se passe en fait? Alors, il y a plusieurs lectures, c'est le cas de le dire. Il y a tous ceux qui sont bouleversés par Violette ou par Justine ou Hélène, enfin pour des raisons différentes. Selon les âges et selon leur propre histoire. Ils ont vraiment le sentiment, enfin, c'est le sentiment que j'ai dans ce que je reçois sur les réseaux, c'est que ils ont le sentiment que ces personnages existent et qu'ils font partie de leur famille. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent. Il y a beaucoup de gens, alors ça me fait super plaisir, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit, on s'est remis à lire après avoir lu vos romans. Du coup, on a racheté des romans alors qu'on avait rompu avec la lecture. J'ai des lectrices assidues qui lisent tout le temps, qui sont passionnées, avec qui on échange plein d'idées lecture. J'ai des gens que j'ai réconciliés avec le cimetière parce que ils voulaient plus y aller, puis d'un coup ils ont vu, ils retournent au cimetière. Il y a beaucoup de lecteurs aussi qui ont toujours aimé se promener dans les cimetières, qui ont toujours trouvé que c'était un environnement très particulier, mais en même temps un vrai jardin des âmes et avec beaucoup de poésie. Il y a vraiment plein de témoignages. On a essayé de comprendre pourquoi, ce que je vous disais tout à l'heure, ou en Italie, même en France, ça a été un des livres les plus lus du confinement, Changer l'eau des fleurs, mais c'est sans doute parce que aussi les gens ne pouvaient plus aller dire au revoir à leurs disparus, et qu'à travers ce livre, il y avait une façon de le faire. Et puis surtout, je pense que Violette, elle est complètement dans l'essentiel et dans les toutes petites choses. Elle est l'anti-bling-bling absolue. Hein. Elle est juste dans planter des tomates, faire des pâtes pour les fossoyeurs ou pour son copain curé, boire un verre de vin blanc. Elle est totalement dans l'essentiel. Et je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience, surtout sur le premier, je trouve, confinement. Retour à la nature, retour à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est pas la planète qui est en train de nous dire, mais stop, on n'en peut plus, j'en peux plus? Et Violette est totalement là-dedans, en fait. Elle est complètement là-dedans. Et bien avant l'histoire du Covid, c'est une femme qui prend soin de tout le monde, c'est une femme qui prend soin des animaux, c'est une femme qui ne mange pas de viande. Voilà, elle est quand même déjà super écolo avant l'heure, sans le vouloir, parce que c'est pas du tout un mouvement, c'est juste une façon d'être et elle est comme ça. Et alors, moi, j'ai pas mal de lectrices qui me disent, mais alors, après avoir lu Changer l'eau des fleurs, que lire, en fait? J'ai plein de gens qui sont coincés parce qu'après avoir lu l'un de tes livres, c'est vrai qu'on se dit que le livre d'après, ça va être compliqué. Je dis aux gens de laisser partir Violette tranquillement et de peut-être s'arrêter quelques jours ou quelques semaines, parce que c'est vrai que c'est compliqué de la laisser partir, Violette, on n'a pas envie, en fait, et elle reste longtemps avec nous. Je pense que je ne suis pas la seule à te dire ça. Et ça réagit beaucoup dans le chat aussi, hein, à ce sujet-là. Violette est épicurienne, ouais, complètement. Ouais. Tout à l'heure, du coup, j'ai regardé dans le chat, mais je me souviens plus du prénom. Quelqu'un a dit « Violette m'a aidé à me moquer de la mort ». C'est vrai que c'est un thème prenant dans le roman, et en même temps, j'aime bien ce terme, se moquer de la mort. Je trouve que c'est assez parlant. Parce qu'elle prend les choses différemment. Je me souviens que moi, il y avait une anecdote qui m'avait marqué. Violette, elle est habillée en été, en dessous, et en hiver au-dessus. Et voilà, en fait, on est plusieurs personnes en une, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, je trouve. Ouais, absolument. C'est vrai. Nat qui dit Violette, c'est un peu nous toutes. Ouais, voilà. Il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route aussi, hein, donc effectivement, ça relaie.
De toute façon, je t'enverrai aussi une copie de tout le chat pour que tu puisses prendre le temps de lire exactement ce qu'il en est. Alors, il y a Nathalie qui dit qu'elle a donné ce livre à son compagnon et c'est vrai que c'est assez incroyable aussi avec ton livre, avec tes livres d'ailleurs. Je préviens toujours les gens à qui, les lecteurs à qui je le conseille, je leur dis: «Vous allez voir, non seulement vous allez l'aimer, mais vous allez, l'offrir» et moi, je pense que c'est le livre que j'ai le plus offert autour de moi, à ma mère, à mes belles-mères, à mes amis, qui à leur tour, l'ont offert. C'est vraiment enfin, c'est incroyable parce que c'est vraiment une espèce de grande chaîne de l'amitié autour de Violette. Et je pense que toutes les personnes qui l'ont lu ce soir l'ont sans doute offert à leur tour, ou en tout cas en ont parlé. Mais c'est vrai que c'est vraiment une grande chaîne que cette Violette arrive à réunir beaucoup, beaucoup de gens. Et j'ai beaucoup de lectrices qui sont venues me faire un retour de ton livre en disant bah, vous avez raison, je reviens vous dire à quel point je l'aimais, je l'achète parce que je vais l'offrir. Donc c'est vraiment rigolo. Il y a peu de livres finalement d'offrir et de transmettre autant que Changer l'eau des fleurs. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi, je pense? Ah bah oui. Moi, je le sais. Mais moi, je le sais parce que tout le monde me le dit. Tout le monde me dit, oh, je l'ai offert là, je l'ai offert là. Oh, et je le sais, ouais. C'est incroyable. Pour une personne qui dit Violette, c'est minimum offert à 5 personnes autour. Ça me touche tellement. Et alors, cette idée de... Parce qu'aujourd'hui, si on se rend compte, c'est aussi parce qu'il y a ce collector qui sort pour Noël. Comment elle est arrivée, cette idée de faire un collector sur Violette? C'est l'équipe du livre de poche. Est-ce que ça te plaît? Je trouve qu'il est super beau et c'est le livre de poche qui a eu cette idée. D'accord. Je trouve qu'il est joli comme tout. Il est mignon, il est très très mignon. Ça offre une nouvelle vie au roman, un roman collector comme ça, pour les fêtes. Mais le truc, c'est qu'en fait, il a toujours une vie incroyable. Je sais même plus quand il est sorti en poche, mais il est toujours là, quoi. Là. C'est inexplicable, un petit peu. J'ai déjeuné avec David Fuenquinos il y a combien de temps maintenant? J'ai vu David. En 2020, je crois que c'est en septembre 2019. Il m'a dit, ça arrive, c'est en septembre 2019, il m'a dit, il y a une personne à qui ça arrive par an, et cette année, c'est arrivé à toi. C'était en 2019. Et ça continue à m'arriver encore tous les jours. Je n'ai pas d'explication. En fait, on en a. Je crois que personne n'en a. À un moment donné, ça nous dépasse tous tellement qu'on espère et on dit merci la vie. Est-ce que tu savais en l'écrivant est-ce que tu te doutais, est-ce que tu savais que tu avais il y avait un truc, un truc qui me disait ça doit être quand même incroyable, c'est que quand je le relisais pour le corriger, je me laissais prendre à l'histoire et j'oubliais de le corriger, comme si c'était l'histoire que quelqu'un d'autre avait écrit. C'est fou que je me laisse happer moi-même dans cette histoire. Donc je me disais, il se passe sûrement quelque chose d'incroyable. De là à te dire le destin qu'il allait avoir, c'était impossible. Est-ce que tu te relis dans ta tête ou à voix haute? C'est très intéressant. Il m'arrive très souvent de me relire à voix haute pour entendre, ou de relire à Claude pour qu'il entende, parce qu'en le lisant à quelqu'un, tu entends différemment les choses. D'accord. Est-ce que Claude, c'est ton premier lecteur? C'est lui qui les 3 premiers lecteurs ex-aequo, c'est Claude, Maëlle et Tess. Et tu nous disais tout à l'heure que, je ne sais plus où tu me l'avais dit. Ma fille, Maëlle, c'est mon éditrice, pardon, et Claude, c'est mon compagnon. Pardon, excuse-moi, Caroline. Non, c'est Claude, en fait, qui t'a vraiment poussé à… En fait, Claude, quand je l'ai rencontré, il m'a dit que je devrais écrire. Ça, c'est sûr. Et que je devrais faire des photos. Voilà. Mais oui, bien sûr, ouais. C'est d'ailleurs un des gros points forts du livre, hein, c'est le fait que c'est très visuel. Oui. On voit très bien les scènes. Je ne sais pas effectivement comment tu fais. Est-ce que tu y attaches beaucoup d'importance ou c'est ton métier qui déteint? Mais c'est vrai que dans tous les chapitres, on se projette en fait. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui attendent une adaptation. Un regard de scénariste. Et d'ailleurs, souvent quand je parle de moments, je ne parle pas en chapitre, je parle en scène. Dans cette scène, comme si on allait mettre la caméra et qu'on allait tourner. C'est ça. Et alors, si on parle un petit peu des Oublis du dimanche, est-ce qu'il y a une adaptation qui est prévue? Alors, écoute, je pense que l'adaptation, alors pour le coup, je vais la faire avec Salomé, sûrement, si elle est d'accord. Et je voudrais que ce soit Tess et Clémentine Sélarié qui jouent. Voilà, c'est un peu déjà décidé dans ma tête. Voilà. J'ai rencontré Clémentine grâce à Violette et que je trouve extraordinaire. Et j'aimerais bien, comme ça, une jeune femme, une femme plus mûre. Pour l'instant, ce que j'ai dans la tête, j'ai vraiment déjà des idées très précises de mise en scène, mais pour le théâtre. J'ai très envie.
4? D'accord. Ouais, ouais, Donc très Tess, grande. ta fille, qui est Ouais, donc sur la couverture ouais, du livre ouais. et qui serait Justine. Oui, absolument. D'accord. Justine, tout le monde, hein, tout le monde. Et pareil pour Clémentine. Ils auraient plusieurs rôles, j'aimerais bien voir ça. Clémentine, tu lui en as déjà parlé? Ouais, 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 je m'en pas et elle parler. est Tout de partante? suite, oui, je pense, oui. Donc on a juste envie que les théâtres ouvrent et de pouvoir découvrir, Ouais, les 2 adaptations de tes ouais, romans alors sur scène. ouais, j'aimerais beaucoup le monter celui-là. Tu vas du coup travailler sur plusieurs sujets de front? Non, parce que je suis pas capable de faire ça, donc je vais faire des choix très rapidement. D'accord. Et parce que tout à l'heure, tu nous disais que quand ton troisième roman, enfin, l'idée t'est venue soudainement, tu étais en train de travailler sur autre chose. Ça veut dire que maintenant, le troisième roman, si j'ai bien compris, là, ça y est, tu n'y Oui, touches plus, c'est rendu? j'y touche une dernière fois parce que la prochaine relecture, c'est les épreuves. Donc, c'est vraiment avant le livre. Donc, c'est vraiment, il y a 3 corrections, tu vois, trois répétitions que tu enlèves, mais en gros, c'est terminé, quoi. D'accord. Et ça veut dire qu'après ça, donc est-ce que Ouais. tu comptes te remettre à l'écriture? Est-ce que tu vas réfléchir à ce projet d'adaptation théâtrale? Est-ce que tu Je, sais déjà ce que tu as envie de faire ou est-ce que je, tu te laisses je, encore toutes les opportunités? je pense qu'il y a mon papa qui est là. J'ai vu Yvan Perrin. Je crois que papa, Ah, c'est excellent. bonjour mon papa, bonjour maman. Je sais pas. En fait, c'est vraiment les problèmes d'enfants gâtés. Je sais pas, est-ce que j'attaque Angelo des Fleurs? Est-ce que en adaptation cinéma, ça va dépendre vraiment des retours que j'attends. Est-ce que je commence à travailler sur l'idée des Oubliés du dimanche au théâtre, ou est-ce que j'attaque directement le 4e roman? Voilà, ça va se décider dans les mois à venir, ça. Le 4e roman commence à être très très clair dans ma tête. Alors j'ai une petite question. Tu disais tout à l'heure que justement tu étais en train de travailler à autre chose avant d'avoir l'idée, de 3 grâce à un roman. Est-ce que tu vas reprendre cette idée, que tu avais ou est-ce que tu pars sur complètement autre chose? Non, 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 non. J'ai entendu quelque chose un jour, un mot, je vous dirai plus tard ce que c'est, un mot pour définir quelqu'un. Et j'en étais avec Claude comment ça s'appelle? À l'Isle-Adam. Et j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce mot. Oh là là, ce serait bien d'écrire une histoire autour de ça. Et puis ça va être un mélange, mais il y a toujours des romans qui nous influencent. Il y a toujours des romans qui sont proches de nos romans. Je dis ça parce que je fais des associations d'idées, ça va vite dans la tête. Par exemple, Mal de Pierre. Je pense que j'aurais pas écrit Les Oublis du dimanche si j'avais pas lu Mal de Pierre. Il y a quelque chose dans la filiation d'une petite fille qui parle de sa grand-mère, d'une histoire rêvée, tout. Je trouve qu'il y a une vraie filiation. Sur Changer l'eau des fleurs, je suis pas capable de le dire. Sur 3, je vous l'ai dit, c'est vraiment Arrête avec tes mensonges, même si ça n'a rien à voir, mais il y a quand même une filiation. Et sur le 4e, ce serait plus le mémé de Toretton, par exemple. Même si ça n'aura rien à voir avec le mémé de Toretton, il y a toujours une filiation avec quelque chose, ou un album de musique, ou un livre. Et là, le 4e, ce serait plus sur le portrait d'une femme, vu par quelqu'un, quelqu'un. Je vous en dirai Et pas donc plus. on peut imaginer que le titre sera ce fameux mot, c'est Ouais, ça? Sans doute? D'accord. exactement. Bon, Elle alors, a déjà à tout vous le l'idée. titre, Ouais, la photo de couverture, c'est bon. Donc Il y a là, quelqu'un qui réagit pardon, dans le chat, qui a priori, je pense, est à Munich et qui te dit de penser aussi un peu à toi, de te ressourcer Ah, c'est gentil. et voilà, de prendre du temps pour toi. Je le fais depuis plusieurs mois là. Est-ce que tu savais qu'en Allemagne, Oui. bah évidemment, du coup, je retrouve pas, c'est sous les tilleuls Oui, centenaires, oui, c'est la ça. traduction. Ouais, ouais, c'est très étrange, ouais. On ne sait pas Ouais, pourquoi. c'est bizarre Ouais. de. Ou le tilleul Toi, centenaire, absolument, ouais. t'es au courant quand on change le titre de ton livre dans une Non, adaptation non, non, dans je un pays découvre étranger? les couvertures et les titres après. D'accord. Ouais. et tu es traduite dans combien de langues, dans combien de pays? Je crois que. Putain, je sais plus. Je crois qu'il y en a une quinzaine là sur Jean-Gélo des Fleurs à peu près. Et tu l'as déjà lu dans une autre langue? Non, j'en suis incapable. J'en suis incapable. Ni en allemand, ni en anglais, je regarde vaguement. C'était rigolo la semaine dernière, j'ai su le vietnamien. C'était drôle, quoi. J'ai Ouais. pas le russe dans les mains. J'adorais la couverture. Non. La version italienne audio doit être sympa à lire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Quels sont tes prochains projets pour l'année 2021 en espérant qu'on puisse de nouveau bouger et faire des salons, faire plein de choses? Dans les projets de 2000, je te vois, Nat, en bas à droite. Nat Bertrand, je te vois. Coucou, ma chérie.
Mes projets, je rêve d'aller en Italie, manger en Tu es Italie, très attendu là-bas. rencontrer tous les lecteurs italiens. Et ça, c'est vraiment mon rêve. J'aimerais bien, tu vois, joindre ce qu'on appelle l'utile et l'agréable, vraiment rendre ce qu'ils m'ont donné, et en même temps prendre tout ce qu'il y a à prendre dans ce pays sublime, et des Italiens et de l'Italie et tout. J'adorerais faire ça. Et puis j'ai super hâte qu'on se retrouve dans les salons avec tout le monde, quoi. Ça, c'est sûr. Je crois que tout le monde a hâte. Ouais, tellement. Revoir les lecteurs, avoir les copains auteurs, les copines, rigoler. J'ai hâte de ça, mon Dieu. Je ne sais même pas si Saint-Maur, pour l'instant, Saint-Maur. et Jean Cassel ne savent même pas s'ils vont pouvoir le faire. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore Saint-Maur, quoi. C'est encore le flou artistique, donc on ne sait pas en fait. Mais bien sûr que s'il y a Saint-Maur en poche, je pense que Mais, non, mais moi, j'y suis déjà, quoi. Oh là là, ce serait tellement... Mulhouse, alors je vois que dans le chat, on demande si tu viendrais à Mulhouse. Tu as dit que tu viendrais à Mulhouse, ça c'est sûr. Nord, c'est sûr. Épinal, Quai des Mots, c'est sûr. D'accord. Tu vas faire une grande tournée française, une grande tournée italienne. Ouais, puis après on verra. Tu vas pas arrêter. Bon, tu vas être lestivé. On espère tout ça, c'est vrai. Pour le printemps, pour la sortie de ton roman 3. Tu es également dans le recueil de Jack Orr, L'enfant sait. Ouais, c'est vrai. Voilà, tu faisais partie du premier de L'amour sait, et tu as accepté de nous faire un joli texte aussi sur L'enfant sait. Et c'est une transition toute trouvée pour dire que dans 15 jours, on recevra justement le dessinateur Jack Orr, ainsi que plusieurs contributeurs qui viendront nous lire leurs phrases. Voilà, ça sera pendant 15 jours. Ce sera un apéro festif parce qu'effectivement, on sera nombreux. Il y a plusieurs personnes qui prendront la parole. Et puis, ce sera l'avant-dernier jour de l'année. Donc, ce sera l'occasion de mettre 2020 derrière nous. Décembre. Donc, avec Caro, on l'a déjà appelé l'apéro foutoir. Voilà. Bienvenue à l'apéro foutoir. C'est drôle. C'était un bonheur de te voir. Un vrai bonheur. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai et c'est vrai que ça me manque. Et c'était chouette que tu aies accepté de papoter de tes 3 romans avec nous ce soir. J'espère que ça a fait du bien à tout le monde, que tu as vraiment écrit des livres qui font du bien. Et voilà, pour ceux qui n'avaient pas encore lu Les Oubliés du Dimanche, disponible en livre de poche, vous avez Changer l'eau des fleurs qui est disponible en collector livre de poche. Si tu veux le remontrer, Valérie. Moi, je ne l'ai pas. Je vois Mousine qui m'écrit. Je viendrai aussi à Beaune, bien évidemment, la Bourgogne. Évidemment, je vais sûrement faire... Attendez, comme vous avez tous les livres, gardez les livres, on va faire une photo souriante. Souvenir. Super, excellent, merci. Voilà. Et puis, surtout, il y a les cadeaux de Noël qui sont à faire et j'espère que le livre sera encore l'objet le plus offert cette année. Ah, je pense. Finalement, il y a un monde fou en librairie. Il y a un monde fou en librairie, il y a un monde fou en librairie. Donc, n'hésitez pas à acheter les livres de Valérie Pin, à les acheter pour vous, à les offrir aux gens que vous aimez. C'est vraiment des livres qui se transmettent. Même Valérie, elle achète ses livres pour les offrir. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Je trouve que ça doit être surprenant quand on travaille en librairie et qu'on a Valérie Perrin qui vient pour acheter son livre pour offrir. Caro, ça t'est arrivé? Non. Pas Valérie, mais j'ai d'autres auteurs qui sont Des fois, on n'en a plus. Moi, je l'ai recherché. Et du coup, c'est super. Merci beaucoup, Valérie. Valérie, est-ce que tu as dédicacé ton livre quand tu es allée l'acheter dans la librairie de ton quartier? Ou est-ce que ta libraire te connaît bien? Alors, libraire, c'est Marie-Rose aux Abbesses, donc je ne l'ai pas pris là. Je prends dans des endroits où je suis complètement anonyme, où personne ne sait qui je suis. D'accord. T'es sûr que tu es encore anonyme en France? Ouais. C'est vrai, auprès des libraires? Moi, j'ai l'impression que tout le monde te connaît. Non. Bon, tu nous donneras les adresses parce que je suis quand même. Ou alors tu vas avec un grand chapeau et des lunettes pour pas qu'on te reconnaisse, c'est ça? En tout cas, c'était un bonheur de t'avoir avec nous. Un bonheur de vous avoir vu, ça donne envie de se revoir en vrai. Ouais. Quand les doigts, prenez soin de vous, faites attention pour les fêtes de fin d'année, surtout prenez soin de vous. Même si vous les aimez, ne les embrassez pas. Ceux que vous aimez, ne les embrassez pas. Je sais que c'est super dur. Je suis la première à pouvoir craquer sur les enfants. C'est super dur avec les enfants. Mais essayez je vous aime. Essayez de prendre soin de vous et prenez soin des autres pour qu'on ne se reconfine pas une 3e fois par pitié, quoi. Et qu'on puisse être libérés, délivrés, qu'on puisse faire des salons et se revoir tous. C'est pas sympa pour la chanson que tu nous mets dans la tête à la fin. Oh non.
Valérie. Non, c'est vrai qu'on a Arrête, tout ça c'est de peut-être le retrouver en titre du 2021. 4e roman. Les salons. Donc c'est vrai que, ouais, en espérant que 2021 soit l'année des retrouvailles. En tout cas, ce sera l'année de la rencontre de ton roman 3 avec tes lecteurs. Et tu es très, très, très attendu. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir en disant le 3, c'est quand, c'est quand, c'est quand. Et voilà, donc c'est au printemps prochain. Donc ça arrive en fait. Ouais, ça va Tout arriver. à l'heure, Mélusine écrivait que ce sera un torrent d'émotions. Oui, je crois qu'il va y avoir un torrent d'émotions en 2021. Ouais. Ça nous fera du bien. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de vous inscrire pour la prochaine rencontre si vous voulez recevoir le lien. Et puis on vous dit à dans 15 jours. Ça durera peut-être un petit peu plus longtemps parce qu'effectivement, on aura beaucoup de personnes qui prendront la parole. Merci Valérie, on t'embrasse très fort. Caro, on en profite pour dire qu'on a 2 nouvelles invitées en 2021. Vous avez invité Mélusine? Alors, Mélusine, elle est là, je crois. Elle est là. Elle avec le roman. Hein. Avec plaisir. Là, on vous fait un petit scoop. Les 2 prochaines invitées pour 2021, ce sera le 13 janvier. Ce sera Sandrine Colette pour son roman Ces orages-là. Et puis, ça sera fin janvier, ce sera Isabelle Duquesnoy pour La Paquine aux éditions La Martinière. Ah voilà, j'ai même les deux. Qu'on a lu avec Caro et qu'on a aimé. Donc, voilà, ça sera nos 2 prochaines invitées en 2021. Voilà, c'était Bisous les filles. Merci beaucoup. Merci.